Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue, merci de nous retrouver sur Immédiat Politique. On est heureux de lancer une nouvelle rubrique avec un expert connu et reconnu, Jean-Daniel Lévy de Harris Interactive. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour lancer cette rubrique qui s'appelle L'œil du sondeur. Et c'est vrai que l'actualité ne manque pas en ce moment, j'imagine, y compris pour vous. Donc on va regarder un certain nombre de points qui font le quotidien des Français, mais peut-être un premier mot. Jean-Daniel Lévy, vous présentez, vous êtes le directeur ça, du département politique et opinion d'Harris Interactive. Quelques mots sur Harris Interactive? Quelques mots, bonjour à tous déjà et à toutes. Euh, Quelques mots sur Harris Interactive. Harris Interactive, c'est un institut qui est présent en France et au niveau international, qui a la vocation de pouvoir en gros, savoir ce qui se passe dans la tête des Françaises et des Français ou de nos compatriotes présents par ailleurs dans d'autres pays. L'idée, c'est pas forcément connaître la vérité, mais les représentations, les images de la part des individus et essayer, si possible, à partir de notre expérience, d'anticiper sur ce que peuvent être des dynamiques d'opinion. Alors, les Français vous connaissent bien, j'allais dire, parce qu'on vous voit régulièrement sur les plateaux de télé, donc on est honoré de vous avoir aussi sur Immédiat Politique. Vous êtes aussi connu pour une sorte de baromètre un peu régulièrement, vous faites des notes sur le moral des Français. Ma première question en ce moment, premier jour comme ça du confinement, ils vont comment les Français là, en ce moment? Les Français sont inquiets et les Français n'ont quasiment jamais été aussi inquiets au cours de la dernière période. Ils sont inquiets parce qu'ils craignent de contracter à titre personnel le coronavirus. Ils sont inquiets parce qu'ils pensent en fait que le coronavirus est en train de se développer nettement au niveau national. Et puis, ils sont inquiets pour les conséquences économiques et sociales que peut déployer cette période de confinement. Autant ils ont vécu avec, on peut dire ça, une forme de philosophie, le premier confinement, autant nous sommes dans un état d'esprit qui est très nettement différent aujourd'hui de celui qui présidait à la période, pour faire vite, qui courait de mars à juin dernier. On a vraiment une nouvelle étape, hein, quelque part. C'est une nouvelle vie qui commence et on sent que ça va être plus compliqué et l'inquiétude, elle est répondue. Il faut dire que les sujets ne manquent pas. Alors, on va les prendre un par un peut-être pour voir comment ça se passe de manière très concrète. Évidemment, celui qui vient aujourd'hui, on est sur l'hommage national dans quelques instants à Samuel Paty. Le terrorisme, quelle est la compréhension des Français face à ça? Est-ce que c'est en train de devenir une source de division et de fracture ou ça reste encore quelque chose qui fait l'objet d'une sorte d'union nationale? On n'est plus du tout dans l'Union nationale. On n'est plus du tout dans l'Union nationale au niveau des représentants politiques, on n'est plus du tout au niveau national, même de la part des citoyens, face à un regard qui est un regard d'union. Si je tentais que l'union a vraiment existé, parce que même quand on regardait après les attentats de janvier 2015, de Charlie Hebdo, Hypercacher, pour faire vite, il y avait déjà une tension qui existait dans la société française avec une partie des Français qui considéraient que nous avions un problème avec l'islam, pour faire vite, que cette interrogation, que cette critique n'a jamais véritablement baissé. Il n'est qu'à voir, par exemple, ce n'est pas le seul élément, mais il n'est qu'à voir, par exemple, le vote en faveur du Rassemblement national depuis 2015, qui n'a quasiment jamais baissé, avec une tension sur, pour faire vite, islam, islamisme, terrorisme, qui a été réactivée au cours de la période récente. Avec la perception aussi que peut-être que le gouvernement n'a pas toujours été à la hauteur des éléments, que jusqu'à l'arrivée de M. Darmanin, il n'y avait pas la perception au niveau national que la sécurité était un enjeu net de la part des différents dirigeants politiques au niveau national, alors même qu'on en parlait nettement dans le cadre des dernières élections municipales. Et puis également, on est face à des Français qui ont le sentiment, au sein de la gauche par exemple, que certains ont joué le jeu de la montée d'islam politique, puis d'islam politique radical pour se transformer par la suite en terrorisme. Donc on a des fractures qui existent au niveau des représentants politiques. On avait des fissures qui émergeaient dès 2015 et qui aujourd'hui commencent à devenir de véritables fractures dans la société française, au sein notamment d'une partie de la gauche. Alors du coup,
Ça veut dire que quelque part, quand on regarde la confiance aussi, parce qu'il y a évidemment le baromètre et vous suivez la cote de confiance à la fois de notre gouvernement, mais peut-être plus globalement des politiques. Est-ce que ça a un impact sur le gouvernement Castex et l'image de Macron? Ou est-ce que globalement, la politique continue d'être un peu démonétisée quelque part? Ou comment ça se passe aujourd'hui? Il y a un paradoxe. Nous sommes un des pays qui parle le plus de politique. On est un des pays qui attend le plus du politique, que quand le politique dit quelque chose qui apparaît comme étant relativement clair, relativement cohérent, qu'il y a une confiance. Donc il y a à l'heure actuelle, en tout cas au lancement du processus, une confiance assez importante dans l'exécutif en considérant que, au moins, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, le confinement qui est proposé apparaît comme étant relativement clair. Dès qu'on entre dans les détails, ça se corse un peu. Ça se corse concernant la mise en application concrète. On l'avait vu avec les masques, on le voit avec les tests, on le voit de manière nette aujourd'hui à travers le débat sur, par exemple, le commerce de proximité ou les librairies. On va y revenir après, effectivement, c'est un sujet. Et des Français qui ont eu le sentiment que, globalement, il y avait des grandes décisions qui étaient prises qui apparaissaient comme étant cohérentes, mais que la plus grande confiance était exprimée à l'égard des maires, à l'égard des conseillers départementaux ou à l'égard des conseillers régionaux. C'est intéressant parce qu'on est un pays qui est un pays jacobin avec cette forme de traîne et que pour autant, pour la première fois, on a vu l'émergence d'une confiance grande à l'égard des différents acteurs qui avaient vocation à pouvoir mettre en application concrètement sur les territoires des décisions qui étaient prises au niveau national. Il y a un fait majeur que je considère comme étant trop peu souligné, c'est l'absence de confiance dans les individus. En général, lorsqu'on pose des questions, on est face à des Français qui disent « j'ai confiance en mon prochain », le bon sens populaire, les personnes qui sont autour de moi, mes camarades, mon environnement de travail, les personnes de ma famille, les personnes que je peux être amené à croiser dans la rue, globalement, je peux être amené à leur faire confiance. Les conditions de propagation de la Covid modifient fondamentalement le regard à l'égard des autres, qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'on est un pays qui est travaillé par une partie de son histoire, nous avons près d'une personne sur deux qui déclare « oui, je serais prêt à dénoncer une personne qui a un comportement qui n'apparaît pas comme étant vertueux, soit qui refuse de porter le masque, soit éventuellement qui va voir des amis ou va avoir des comportements qui peuvent être amenés à être différents de ceux qui sont préconisés dans le cadre des gestes barrières. C'est une modification, en tout cas, que l'on va suivre avec une très, très grande attention. Parce que c'est quand même une source majeure, enfin, sans parler des relents de ce que ça peut laisser imaginer, mais quand même la notion un peu de délation, le regard sur l'autre, la crispation qu'on entend parfois, y compris dans le respect, le manque de respect, la peur, etc. Tout ça, c'est pas très bon en termes de, on l'a vu, d'unité nationale, mais même de vivre ensemble, pour le coup, qui est un mot qui commence à ne plus vouloir dire grand-chose, ou qui est compliqué à percevoir. Oui, c'est difficile à pouvoir percevoir. On n'est pas face à des Français qui disent qu'ils ne veulent plus vivre ensemble, parce qu'en fait, il y a un soutien fort à l'égard du personnel hospitalier, un soutien fort à l'égard de tout ce que sont les acteurs de la cohésion nationale, que ce soit les enseignants ou les acteurs du service public d'un point de vue global. Mais pour autant, un doute sur le véritable jeu joué par tous les individus, en considérant qu'on peut avoir soi-même un comportement vertueux et qu'on risque de contracter le coronavirus. Et donc, que le coronavirus, ce n'est pas forcément le fait de ne pas être dans les règles, mais c'est plutôt le fait qu'on ait d'autres personnes qui ne soient pas dans les règles. Donc, c'est une modification fondamentale. Parfois, certaines comparaisons qui sont effectuées, par exemple, à l'époque actuelle, avec le sida ou d'autres maladies qui sont transmissibles. Les Français, de manière ou d'une autre, ont le sentiment que si on contracte ces maladies-là, on a une responsabilité quelque part. C'est parce qu'on n'a pas fait attention. Voilà. Là, ce que disent les Français, c'est si je le contracte, ça sera la faute des autres et ça ne sera pas de ma faute. Donc, c'est une inversion complète, presque une rupture épistémologique. Et du coup, c'est à la fois inquiétant et j'imagine que par rapport à la nouvelle phase du confinement, parce que là, on rentre dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la première période, hein, est-ce qu'il va y avoir la même adhésion? Parce que autant la première fois, on a l'impression que tout le monde avait vraiment joué le jeu, autant là, on se dit, s'il y a une forme de petite rébellion, s'il y a des ruptures d'équité, si tout le monde ne joue pas le jeu, on ne va pas forcément réussir. Hein. Je ne rentre pas dans les débats médicaux, mais quelque part, en termes d'adhésion, est-ce que les gens vont jouer le jeu? Est-ce qu'ils le disent? Est-ce qu'ils disent, allez, on va encore faire un effort, ou vous sentez que ça flotte déjà? Vous avez utilisé le terme équité. On peut utiliser le terme justice, on peut utiliser le terme égalité,
qui sont des points qui ont toujours traversé la société française et là qui reviennent lorsqu'on demande de faire des efforts. Tout le monde est prêt à faire des efforts dans la société française, mais il faut que ces efforts soient justement répartis et qu'il n'y ait pas forcément de remise en cause fondamentale de ceux qui ont joué le jeu d'un côté par rapport à ceux qui n'ont pas joué le jeu. Voilà. Et donc on voit bien que tous les débats qui existent à l'heure actuelle, ce sont des débats qui vont se tramer autour de cela. Faut-il ou pas fermer les cafés, les restaurants? Faut-il ou pas fermer les librairies? Faut-il ou pas faire le commerce de proximité? L'exemple aujourd'hui assez symbolique et qui touche nos élus dans les territoires, c'est le combat sur le fameux, les commerces de proximité, les commerces essentiels, et surtout savoir si, alors ça se focalise sur les libraires, mais c'est plus une question de rupture de l'égalité. Est-ce que Amazon doit continuer? Est-ce que les libraires doivent vivre? Comment moi, élu, quelque part, je peux montrer que je fais quelque chose? Même si j'ai l'impression, mais je ne sais pas si les gens le perçoivent, qu'il peut y avoir aussi une forme de démagogie, peut-être un petit peu, ou peut-être du coup d'avoir un élu qui est face à une forme d'impuissance. C'est-à-dire prendre un arrêté municipal pour laisser ouvert un commerce, on sait que ça ne peut pas fonctionner, mais comment vous l'analysez ça? Est-ce que c'est une vraie demande, ces fameux commerces de proximité? Est-ce que les Français se disent mon maire va pouvoir faire quelque chose? Comment ils vivent ce fait très précis? On est dans un pays qui rêve ce qu'il est et qui n'est pas ce qu'il rêve. Et quand vous regardez dans le détail, on est face à des Français qui vont dire d'une manière générale oui au commerce de proximité, oui aux librairies, oui même, indépendamment de cela, au cinéma de quartier. Dans les pratiques, on voit bien que Amazon, pour ne pas citer, progresse très fortement en France. Et même quand vous regardez en dehors même de la simple distribution numérique, une présence physique qui est plus importante sur le sol et sur le territoire national, on est face à des Français qui vont plus dans des grands centres commerciaux que dans des commerces de proximité, même si les centres commerciaux commencent à battre un petit peu de l'aile au cours de la période récente. On est face à des Français qui vont plus consommer Netflix qu'aller dans le cinéma de quartier. Mais pour autant, une forme d'identité nationale, de valeur de la société française, c'est justement autour de cette forme de vitalité du territoire. Ce que demandent les Français aux responsables politiques, et notamment aux maires, c'est aidez-nous à lever la contradiction. On leur demande dans toutes les élections de faire en sorte qu'il puisse y avoir justement ces acteurs de la vitalité du territoire, même s'il n'y a plus cette vitalité, c'est justement parce que la consommation n'est pas tout à fait au niveau. Mais c'est une forme d'art de vivre à la française qui existe et qui est demandée comme contradiction, parmi tant d'autres, d'être de la part avec aussi peut-être qu'on peut entendre et peut-être une piste rassurante, là, si on doit parler d'avenir et se dire, parce que là, on a évoqué des sujets quand même lourds où ça ne va pas forcément bien, j'espère qu'il y a des perspectives d'avenir, mais avec une sorte de demande, dire, de cadre et de repère. C'est-à-dire qu'on attend quand même que l'élu nous dise ce qui doit être fait ou ce qu'on peut faire, parce que c'est ce dont on a besoin, quoi, quelque part. Hein. Toujours. On est un pays qui attend du politique. Quand vous regardez par rapport déjà à la situation en Allemagne ou dans d'autres pays, déjà, il y a une gestion qui apparaît comme étant beaucoup plus régionalisée. Et puis, une attente à l'égard des entreprises qui, dans les autres pays, est bien plus importante qu'elle ne peut l'être en France. Elle appelle à la responsabilisation des entreprises, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, aujourd'hui, de ce qui existe dans la société française. Tout le débat, par exemple, sur les grandes surfaces qui court à l'heure actuelle montre bien que l'attente, elle est exprimée à l'égard du politique et pas à l'égard des grandes surfaces en tant que telles. Ouais, c'est vraiment très, très culturel. Alors, un dernier mot, parce qu'on pourrait passer des heures à vous écouter, Jean-Daniel Lévy, et merci encore d'avoir été là avec nous. Mais si on se projette un petit peu, bon, ce n'est pas forcément réjouissant. Qu'est-ce que vous voyez comme grande crainte à surveiller? On parle évidemment il y a le sanitaire, mais est-ce que la dimension chômage, crise économique, tout ça est vraiment très, très présent et est une des sources d'inquiétude là, que vous évoquiez au début? Et c'est quoi les grandes craintes et comment les Français se projettent dans l'avenir aujourd'hui? Je les mettrai à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau quasiment immédiat. Le niveau de chômage qui va avoir tendance à croître de manière très nette. Une déliquescence d'une partie de notre tissu industriel dans la société française et les conséquences économiques et sociales qui vont en découler. Ça, c'est le premier point pratiquement immédiat. Sur le moyen ou sur le long terme, il y en a 2 à surveiller. Le premier aspect, c'est une société française qui risque d'être encore plus fracturée, encore plus en doute et encore plus en tension qu'elle ne peut l'être jusqu'à présent. Il y a toujours eu une attente à l'égard du politique comme pouvant être en figure d'expertise. Aujourd'hui, cette notion d'expertise est profondément
mise en cause, battue en brèche? Y a-t-il eu l'expertise globalement sur les masques? La réponse est non. Y a-t-il eu ou pas expertise concernant la gestion des tests? La réponse est non. Y a-t-il eu ou pas expertise concernant les différentes étapes qui sont d'abord des étapes de couvre-feu, puis de confinement? La réponse est non aux yeux des Françaises et des Français. Donc ça déstabilise une partie de nos institutions représentatives. Et puis, en trame de fond, elle a été présente avant, présente pendant, elle sera présente après, c'est la préoccupation, pas uniquement à l'égard de l'écologie et de l'environnement, pas à l'égard de notre qualité de vie uniquement, mais à l'égard de la sauvegarde de l'espèce humaine. Et cette crise de coronavirus vient alimenter plus encore une peur qui est une peur ancienne de la part de Françaises et de Français qui disent globalement, si on continue comme ça, avec le dérèglement climatique, avec le dérèglement sanitaire, on va non pas forcément obérer notre avenir, pas forcément celui de nos petits-enfants, mais on va même obérer l'ensemble de l'avenir de l'espèce humaine, ce qui les pétrifie, ce qui les inquiète profondément, mais si on veut être positif, qui peut constituer un véritable moteur à l'action de la part de franges de population qui disent peut-être qu'il faut réfléchir nos conditions de production de manière différente de celles qui existent aujourd'hui. Il y a un vrai sursaut possible, c'est-à-dire que la peur ancestrale va peut-être réveiller les consciences qu'on attendait peut-être depuis un moment. Voilà. En tout cas, ce qui se pratique aujourd'hui il faut l'espérer. Un grand merci, c'était passionnant comme toujours, Jean-Daniel Lévy, et toujours à la fois très, très clair et très pédagogique. Donc, merci d'avoir pris ce temps pour Immédiat Politique, pour être un de nos premiers invités dans cette rubrique, parce que je sais que vous êtes très, très sollicité en ce moment. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Et puis, vous, chers auditeurs, je vous dis très vite pour un prochain numéro. Bonne journée.